bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver à ces rencontres des Gobelins et bienvenue. Au nom de Hervé Lemoine, je vous souhaite la bienvenue au Mobile National. Et c'est un peu une séance qu'on espère exceptionnelle puisqu'elle s'inscrit dans le cadre de l'exposition de Palais disparus. Et j'espère que vous avez tous découvert cette magnifique exposition sur les palais de l'époque de Napoléon qui aujourd'hui n'existe plus, mais dont le Mobile National a conservé une grande partie des décorations. Donc ce soir, un pas de côté si on peut dire, puisqu'on va aborder les goûts culinaires, si on peut dire, de Napoléon et les saveurs de table avec deux intervenants très importants pour nous et nous avons un grand plaisir de les accueillir. Et je laisse la parole tout de suite à Pierre Saner qui va les présenter et vous connaissez la formule. On posera les questions après et on se retrouve à la fin. Merci et très bonne soirée. Quelle joie de vous retrouver en vrai. Parce que moi, ça faisait longtemps quand même, là, la dernière rencontre des Gobelins, on les avait menées et certains d'entre vous ont pu les voir, j'espère, sur les écrans. Là, on est voilà, en vrai, en présentiel, le mot n'est pas toujours très joli, mais c'est un vrai plaisir et merci beaucoup à vous tous d'accepter de venir avec le masque, comme l'a rappelé Marc. Malheureusement, nous sommes autorisés à ne pas avoir le masque, mais vous êtes contraints de le porter et vous remercie de le faire. Et de se retrouver pour, effectivement, à l'occasion du bicentenaire de la célébration de la mort de l'empereur. On a, Marc Bayard l'a rappelé, évoqué Palais disparus, l'exposition que ceux qui ne l'ont pas vue, j'encourage vivement à aller la voir à la grande galerie des Gobelins, mais également, et on en parlera, la grande exposition Napoléon présentée à la Villette, un certain nombre d'ouvrages qu'on va aussi présenter. Et donc face à ces célébrations, il nous a semblé naturel et même en fait essentiel d'essayer d'éclairer les goûts de l'empereur, les goûts de Napoléon et singulièrement son rapport à la table, au contenu et au contenant. Vous verrez, je développerai un peu après. Et puis d'explorer en quelque sorte la mythologie qui s'est emparée de ce piètre mangeur, semble-t-il, on en parlera, mais nous avons pour cela piètre mais rapide mangeur, et on a pour cela, avec Philippe Costamagna, dans un premier temps, puis nous interrogerons avec M. Chevalier l'émergence du style propre à cette période dans le domaine des arts de la table. Philippe Costamagna, là j'ai donc l'ouvrage que vous venez de publier, mais ce n'est pas le premier. Vous êtes docteur en histoire de l'art, vous êtes directeur du Palais Fesch, musée des Beaux-Arts d'Ajaccio depuis 2006, et vous avez, je crois, la lourde tâche d'ouvrir dans cette même belle ville d'Ajaccio le musée dédié à Napoléon avant 2024. Nous y sommes presque. Voire 25. Voire 25. Ah, ça commence. Vous êtes spécialiste de l'Italie centrale du XVIe siècle et l'auteur donc de deux livres. J'en ai cité un, Les goûts de Napoléon, dont on va parler, et l'autre, Histoire d'œil, au pluriel, et ouvrage dans lequel, Les goûts de Napoléon, bien entendu, vous abordez un Napoléon, comme on dit, intime, un Napoléon public, et vous enquêtez et vous interrogez les goûts de Napoléon en matière de mobilier, en matière de littérature, de vêtements, de peinture, de théâtre, de femmes naturellement et de cuisine. Et c'est cela qui va nous occuper ce soir, Napoléon à la table. En effet, si la période napoléonienne est riche, voire essentielle, dans l'affirmation de la gastronomie française sur la scène internationale, on parlera probablement d'Antonin Carême, les habitudes comme les pratiques alimentaires de l'empereur n'en font pas exactement le meilleur ambassadeur du savoir-vivre à la française. Vous dites en effet, cher Philippe Costamagna, que Napoléon est le mangeur le plus rapide de l'histoire. Je vous laisse donc le micro. Nous avons une bonne demi-heure pour dévoiler l'ensemble, pour que vous nous dévoiliez effectivement le nez et la bouche de Napoléon. Bref, les goûts de l'empereur avec cette communication. Napoléon, saveur de table. C'est à vous. Alors, pardon, je crois qu'on ne s'est pas très bien compris avec Marc. C'est une... On va rebondir, vous inquiétez pas. On va rebondir, c'est pas très grave, parce que vu que mon ami Bernard Chevalier, ça allait s'occuper surtout de la porcelaine
et comment dire, la partie nourriture est assez courte, assez succincte, intéressante. Hein, j'en fais un chapitre quand même, mais et ce n'est peut-être pas par là que Napoléon est le plus intéressant. Et ce qu'il cherche peut-être dans son assiette, c'est plutôt de découvrir ce qu'il y a au fond de l'assiette, c'est-à-dire les assiettes de Sèvres que ce qu'il a dedans. Enfin, on sait qu'il aime pas grand-chose, qu'il a beaucoup de choses qui le gênent. Il aime le poulet, il aime les œufs, et il aime ce qui est très simple, et pourvu que ce soit mangé très 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 vite. Parce que même les plus grands dîners, qui sont les dîners de famille, ou même ne dépassent pas les 20 minutes. Quand il y a et même Eugène disait, vaut mieux dîner avant de venir dîner aux Tuileries, parce qu'après, si on est au bout de table, on n'aura rien. Donc, parce que l'empereur se lève, tout le monde se lève, et donc voilà. Et alors, j'ai été très marqué par l'exposition du Mobilier National. Je veux dire, pour flatter, je veux dire, c'est la plus belle de toutes celles que j'ai vues sur Napoléon, mais disons une des plus belles, en tout cas des plus intéressantes, et surtout, on l'attendait énormément, cette exposition, et on n'est pas déçus. Je pense que vous l'avez tous vu, mais c'était... voilà. Et donc, je vous ai fait plutôt une communication en rapport avec l'exposition. Excusez-moi. Mais voilà, pour moi, c'était les goûts de Napoléon. C'est peut-être aussi le titre qu'on a choisi avec Marc, qui me disait un géant aux gants de soie, ce qui était plutôt le comprendre de cet homme, ce goût de cet homme pour cette volonté quelque part de recréer la France économique, et se servir de tout ce qui est lié aux arts décoratifs. Et il a réussi, il faut dire, dans un temps très court, parce que ça n'a duré que 15 ans. Et il a réussi à transformer tous les palais impériaux, sachant que c'est un homme qui est parti, qui n'avait pas de goût. Parce qu'il faut voir, quand on est à Ajaccio dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, il n'y a pas grand-chose. C'est peut-être quelques gravures. La cathédrale, c'est pas l'endroit le plus étonnant pour voir des œuvres d'art. Et donc la connaissance de la culture de Napoléon, enfin le goût de Napoléon était formé par sa culture littéraire. Et sa culture littéraire, évidemment, au niveau des arts décoratifs, c'est le monde antique. Et c'est déjà pas mal, je veux dire, d'avoir quand même cette... Et après, bon, quand il commence à se créer une culture, tout en apprenant, en découvrant par exemple le poulet marengo, c'est qu'il découvre pendant les campagnes d'Italie, et parce que son cuisinier, après la bataille de Marengo, n'avait plus rien, il a récupéré tout ce qu'il y avait, il a fait un poulet qu'il a trouvé très bon, qu'on a mangé pendant tout l'Empire. Mais il découvre un monde, il découvre beaucoup de choses qu'il ne voit pas forcément, mais il apprend, il en parle autour de lui, surtout quand il est près de Milan, dans sa résidence, où il reçoit absolument tous les artistes, les gens des arts et de la culture, qu'à l'époque on disait les sciences et les arts, et c'est comme ça il connaît Gros, puis David, enfin David l'avait connu à Paris avant, mais il se fait, et surtout il visite des lieux, il visite et des ruines antiques, il voit des ruines antiques, c'est ce qui disons, qui l'impressionne le plus, en particulier le théâtre de Vérone, enfin les arènes de Vérone, pardon, et il ne va pas plus bas que Florence, mais on sait qu'à Florence, on imagine ce qu'il va voir, ce sont les antiques des offices. Après, il passe devant les tableaux, il ne voit pas grand-chose, pour ne pas dire rien, et il fait des lettres au directeur en disant parce qu'il avait la mission de récupérer des œuvres d'art qui devaient être à Paris, au centre de la République. Et donc il juge par rapport au prix des estimations faites par les commissaires.
Donc voilà, il arrive à Paris et il rentre dans les Tuileries en 1801 et dans un palais laissé en très mauvais état, mais tous les palais sont laissés en mauvais état. Il faut savoir qu'une partie du mobilier a été vendue, sinon, si ce n'est pas pillé ou en très mauvais état, et surtout couvert de graffitis. Donc il fallait un peu remettre tout ça d'aplomb et digne de son... Ça marche comme ça. Donc, je vais faire un cours sur le mobilier. C'est très très bien. De toute façon, nous prendrons rendez-vous pour Napoléon, la table, ultérieurement. Vous embêtez pas. Ah bon, ce sera plus court. On peut développer. Bien sûr qu'on peut développer. Mais on pourra en parler après dans les questions, si vous voulez. Mais Bernard va en parler un peu de la table. Oui, surtout dans quoi on mange. Voilà. C'est ça qui compte, en fait. Et donc il arrive à Paris où il y a déjà un goût très net, qui est le goût du directoire, qui est l'aboutissement d'un goût du XVIIIe siècle, c'est-à-dire après la découverte de Pompéi et d'Herculanum. Il y a un goût néoclassique très net qui est encore développé après la Révolution et qui convient tout à fait à Napoléon. Donc évidemment, après, il y a la campagne d'Italie, la campagne d'Égypte, qui était un échec absolument épouvantable, a été transformée en une victoire magnifique par les directeurs et par Napoléon lui-même. Et donc ça devient la mode du retour d'Égypte, pour lequel Napoléon n'y est rien, hein, mais qui est le goût des incroyables et des merveilleuses de l'époque, et tout le monde se meuble dans des mobiliers en acajou de Jacob ou Jacob frère, et mobilier qu'il conservera lui-même d'ailleurs, parce que par exemple, là je vous ai montré un fauteuil en acajou qui est à la Malmaison, qui est vers 1800, donc au tout début du pouvoir de Napoléon, et un autre fauteuil qui est beaucoup plus tardif, enfin 1805, qui est de Marcion, et qui est au château de Versailles, qui est toujours dans ce style retour d'Égypte, et vous allez le voir, rien n'est fait sans l'assentiment de Napoléon, parce que Napoléon choisit son mobilier, parce qu'on pourrait croire que Napoléon est complètement occupé à défendre la France et conquérir l'Europe, et qu'il essaie tout faire à Dominique Vivant-Denon, à Pierre-François Fontaine, à Charles Percier, à Alexandre Théodore Brognard, enfin tous ces architectes et décorateurs qui auraient pu décider pour lui, ce qui n'est pas le cas. Vous allez le voir, il est d'une fidélité extrême. Il a connu ces personnes au début de son pouvoir, et ils seront là jusqu'en 1815. Il y aura d'autres personnes qui essaieront de travailler pour Napoléon, c'est non. Il est d'une fidélité incroyable, parce qu'il a confiance en eux, il peut discuter, parce qu'il discute. Justement, il discute aux Tuileries avec eux, ils sont reçus un jour par semaine, pour un déjeuner où je pense qu'ils ne mangent pas, mais enfin ils arrivent pour le café en fait. Parce qu'il ne veut pas s'encombrer de visiteurs pour le déjeuner, si ce n'est ses secrétaires, et donc il parle avec eux et il discute de tout, donc il sait tout. En plus, comme directeur du mobilier, il a choisi un ami à lui qui s'appelle Alexandre François de Mazis, qu'il avait connu à l'école militaire à Paris à la fin de l'année 1784. Donc c'est lui qui, pendant tout le règne, gère avec... Alors bon, il n'y a pas que lui, il adore mettre tout le monde en compétition, parce qu'évidemment, pour ce qui est de Sèvres, c'est Dominique Vivant-Denon qui est en charge. Enfin, il y a plusieurs personnes, et il met tout le monde un peu en compétition, ça se dispute, il remet une lettre au milieu, et il écrit, parce qu'on a beaucoup de correspondance à ce sujet, et donc on voit qu'il prend la décision, mais voilà. Et alors,
Napoléon a une formation de mathématicien, c'est les mathématiques qui lui plaisent beaucoup. Il est rentré à l'Institut en tant que mathématicien, ingénieur, et donc toutes les inventions lui plaisent, et tout au cours de ces 15 ans de règne, ce sont les inventions qui vont le plus l'intéresser. Et donc, voilà, alors je vous montre deux bureaux mécaniques, celui des Tuileries, qui est aujourd'hui à la Malmaison, de Jacob Frère, qui a été fait sur dessin de Percier et Fontaine, qui était livré vers 1800. Et le dessin, l'idée aurait été suggérée par Napoléon. L'autre, c'est le bureau mécanique de la bibliothèque de Compiègne, qui est livré en 1808 par Jacob Desmalter, et on sait par un document de Jacob Desmalter que l'idée en est entièrement de Napoléon. Parce que pour lui, ce qui comptait, c'était... parce que le travail compte plus que tout. Hein, c'est plus que la table, et c'est vraiment le travail. C'est un travailleur acharné, comme un lecteur acharné, parce que d'ailleurs, il mélange les deux. Et donc, si y a un visiteur inopiné, on peut pouvoir fermer et personne ne voit sur quoi il est en train de travailler. Donc, c'est vraiment son idée. Et voilà. Et alors aussi, c'est lui qui demande à Jacob Desmalter de tout concevoir pour le travail, c'est-à-dire les tables pour ses secrétaires et Là, je vous montre deux pièces de Fontainebleau. Une qui est la bibliothèque de l'empereur, celle qui a été aménagée en 1808, avec un escalier qui communique avec le nouveau cabinet qui a été créé au-dessus, et le cabinet de travail. Et donc toutes les tables et tables rognons que vous voyez, sont dessinées par Jacob Desmalter pour servir l'empereur et pour servir les secrétaires. L'autre pièce, c'est le cabinet topographique de Fontainebleau, qui est de 1805, et en fait les tables juste à poser telles que vous pouvez les voir, sont 3 tables juste à poser, dessinées par Jacob Desmalter, pour pouvoir facilement étaler des cartes. Enfin, vous savez l'importance qu'avaient les cartes pour Napoléon et pour ses campagnes, et il part toujours... voilà, et tout ça est extrêmement bien organisé, parce que vous savez, il a probablement, de tous les souverains, c'est lui qui a eu les plus grandes bibliothèques qui soient, et tout est organisé selon son désir. Il a usé plus d'un bibliothécaire qui était... et donc même quand il part en voyage, il commande des cartes, il faut toujours les dernières publications il a même transformé sa berline en demi-bibliothèque, parce que pour pouvoir... Alors après, il prend des livres en plus petits, on passe des IN8 aux IN4, aux IN12, enfin ça devient de plus en plus petit, et quand ils sont pas bons, il les jette par la fenêtre. Mais sinon, il aime beaucoup les livres, voilà. Et donc, au début du règne, et ça correspond... Disons, il arrive, l'immobilier est en acajou, beaucoup. C'est le goût du directoire, c'était même le goût de la fin du XVIIIe siècle. Et ce mobilier en acajou lui convient tout à fait. C'est un mobilier qui correspond à son tempérament. Voilà, il aime bien sûr le décorum, mais pas pour lui. Et là, je vous parle surtout de lui. Et donc, il aime le mobilier en acajou. Attendez, pardon, j'ai perdu le mobilier en acajou. Ah non, pardon, j'ai sauté surtout. Voilà, alors toujours dans l'invention, dans l'invention, là je vous montre le fauteuil du bureau des Tuileries, qui est relativement tardif, parce qu'il est de 1808, mais c'est toujours dans l'invention de Jacob Desmalter. On voit la discussion, en fait, entre l'empereur et son ébéniste, et c'est le premier fauteuil, toujours pour la commodité, c'est le premier fauteuil qui tourne. Et c'est un peu l'ancêtre de nos bureaux, de nos fauteuils de bureau. Hein. Mais on voit l'intérêt de Napoléon pour l'invention, toujours. Et
Et voilà, bon, là, ce sont le fauteuil qui est aujourd'hui à Compiègne, qui est le fauteuil de 1805 du bureau, qui est déjà un peu moins évolué, mais qui a déjà cette forme de fauteuil curule, et qui après sera répété dans d'autres mobiliers pour les palais impériaux. Là, je vous montre un fauteuil qui est dans la chambre de l'impératrice Marie-Louise au Petit Trianon. Et vous voyez cette forme curule qui est en fait une forme que Napoléon apprécie beaucoup et qui est cette forme à l'antique, je vais vous le redire, mais c'est ce besoin en fait de se retrouver dans ce monde antique. Ils ont sous l'Empire, mais pas que sous l'Empire, à partir du Directoire, c'est-à-dire on veut, disons, reprendre se faire une idée du mobilier antique, du mobilier de l'ancienne Grèce et de la Rome ancienne. Sous la Révolution et sous le Directoire, c'était cette idée mais on le verra plus loin pour le grand cabinet, mais c'était cette idée de mobilier du peuple romain et de la République. Évidemment, pour lui, il n'y a aucune difficulté de passer du peuple de la République à l'Empire romain. Donc, c'est cette idée de fauteuil curule qui existait déjà. Il ne faut pas penser que c'est une invention du moment et beaucoup appréciée sous l'Empire. Voilà, donc je vous parlais de l'intérêt de Napoléon pour la cajou. Ça, c'est la chambre de Malmaison, dans son état recréé en 1969. Je crois le lit est le lit d'Eugène de Beauharnais aux Tuileries, qui est de 1804. Et le reste, tout le mobilier fait par Jacob Frère, pour le cabinet de Saint-Cloud et pour l'une de ses pièces des Tuileries, et qui ont été remises ensemble. Mais c'est vraiment le goût de Napoléon, donc c'est absolument tout à fait respectable. Et je suis dans le désordre, c'est pour ça que je me suis trompé tout à l'heure. Et voilà. Et le fauteuil est un fauteuil qui est plus tard, qui est un fauteuil qui est à Fontainebleau, qui est fait pour l'appartement personnel de l'empereur. En fait, c'est pour les pièces de passage qui peuvent servir de petites salles à manger au cas où. Et on voit ce goût, cette persévérance d'aimer l'acajou. Ceci dit, ce n'est pas si simple, parce que le blocus continental empêche de s'approvisionner en acajou en France, et donc on va vers des bois moins nobles, et ces bois moins nobles, évidemment, soit on les dore ou on les peint. Pour lui-même, il a peu de mobilier doré, mais on en trouve évidemment dans les appartements d'apparat. Ici, je vous montre un des grands salons du château du Grand Trianon, et à Versailles, et dans un état Louis-Philippe, mais c'est un mobilier de Napoléon, et on voit, c'est un mobilier de Marcion. Ces deux grands ébénistes sont Jacob Desmalter et Marcion. Après, ça va être... Voilà, là je vous montre par exemple aussi des fauteuils du salon des aides de camp de Fontainebleau, qui sont peints, qui correspondent mieux, cette peinture, à des aides de camp, et la sévérité, disons, est rompue par la tapisserie de Beauvais. On va bien sûr reparler de la tapisserie, mais l'important pour Napoléon, quand il est arrivé, c'est son côté colbertien, si j'ose dire, il s'était relancé toutes les manufactures. Il fallait relancer l'industrie française, et donc ce qu'il a, peut-être plus qu'il intéresse dans toutes ses commandes, si ce n'est de recréer
un décor au régime français, c'est de faire marcher les manufactures. Donc ça seront le Beauvais, les Gobelins, Sèvres évidemment, et voilà. Et voilà. Et on arrive, tout ça, c'est, disons pour le mobilier, c'est un des salons du hameau de Marie-Antoinette à Trianon, et qui était dessiné en 1809 par Jacob Desmalter. Et c'est pour montrer comment on arrive dans une modernité incroyable, parce que ces meubles ont presque un goût art déco. Enfin, c'est un mobilier qui peut-être nous correspond davantage à notre goût contemporain, mais c'est, alors, en plus, bon, c'est Trianon, il faut savoir que c'est l'endroit où Napoléon s'est engagé lui-même, s'est intéressé. Il divorce il s'installe à Trianon à partir de 1805, mais il pense déjà au divorce. Et en fait, c'est la demeure qu'il réalise lui-même, avec, on voit son propre goût, c'est assez amusant. Et parce qu'il commande, bon, pour les peintures, il commence à commander alors qu'il n'en avait jamais commandé avant, mais des tableaux de goût néo-gothique, qui était le goût de Joséphine, donc il rentre dans ce goût, et surtout il choisit les couleurs, il choisit le mobilier, et il y a de nombreuses discussions, toujours avec ses ébénistes. On va voir, il a aussi d'autres pièces importantes. À Trianon. Voilà, et disons, pour la pièce qui raconte plus le goût de Napoléon en matière de mobilier, c'est son grand cabinet aux Tuileries. Là, je vous prends la photo de la reconstitution dans l'exposition. Et voilà, c'est là où on retrouve donc cette idée, ce principe de penser un décor à la romaine pour les palais impériaux. Enfin, c'est une vision du moment, hein, mais c'est vraiment le sentiment qu'on a, c'est-à-dire cette transformation du goût néoclassique dans un goût impérial, qui a pris le goût de toute l'Europe. Parce qu'il faut savoir que Napoléon, dans toutes les cours qu'il a créées, où il a mis ses frères et sœurs, il impose le même goût, avec Demasis qui sert d'un peu d'ordonnancier de tout ce goût. Et d'ailleurs, on voit la différence quand on va au Palazzo Pitti ou au Palais Royal de Naples ou au Palais Royal d'Amsterdam. On voit les meubles envoyés par la France, on reconnaît cette qualité française, des manufactures françaises absolument incroyables, et les copies locales. Alors c'est... Bon, le mobilier florentin est assez amusant, celui napolitain n'est pas forcément de grande qualité, mais c'est toujours selon le goût de Paris. Et après, même les autres cours s'adaptent à ce goût français. C'est pas nouveau. Alors disons que le goût de Napoléon se contraste énormément avec le goût chatoyant de son entourage, qui est... Alors là, je vous montre, bon, c'est disons un des fauteuils les plus célèbres fait pour l'impératrice Joséphine, qui est fait vers entre 1802 et 1804 pour son boudoir au château de Saint-Cloud. C'est d'après un dessin de Percier, et le fauteuil est à Malmaison. Et donc, mais on voit encore ça, aujourd'hui, c'est peut-être pas un goût qui nous correspond tout à fait, enfin ça, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais on voit encore, c'est l'héritage, disons, du directoire, et on voit ce monde post-révolutionnaire qui choisit des formes qui correspondent justement aux incroyables et merveilleuses, ces signes, cette espèce de joie de vie, de retour, et Caroline adopte le même goût. Ça, c'est le salon d'argent de l'Élysée, où
qui a été cette fois réalisé par Jacob Desmalter, selon le dessin de Percier repris c'était Jacob Frère, le fauteuil précédent. Et on voit donc ce goût qui n'est pas le goût de Napoléon. Et on sait que quelque part ça l'est pas, parce que quand il récupère à Caroline l'Élysée pour le donner à Joséphine, qui n'ira pas beaucoup, il décide de supprimer cet orange qu'avait choisi Caroline, et c'est lui, on le sait, qui choisit la couleur plus mauve des sièges qu'il trouve sans doute moins chatoyants et qui doivent lui correspondre davantage. Disons que ce laisser-aller post-révolutionnaire, donc qui naît sous le Directoire, est très important pour comprendre aussi le mobilier de l'Empire et la manière de vivre sous l'Empire. Là, je vous montre un tableau de Gérard qui représente l'impératrice Joséphine, qui est à Saint-Pétersbourg, au musée de l'Ermitage, et où on voit comment elle est installée sur des canapés. En fait, c'est vraiment le début du canapé. Sous l'Ancien Régime, il n'y avait que des fauteuils rigides, alors peut-être il y a un peu des ottomanes, mais c'est assez. Mais vraiment sous l'Empire, c'est vraiment le bien-être, le confort. C'est même là où apparaissent les moquettes, qui sont voilà. Donc on se pose, on se laisse aller, et ça, c'est la méridienne du Salon d'Argent de Caroline, mais il y a des méridiennes partout. Il faut savoir que on répète d'un palais à l'autre, parce que c'est le désir de l'empereur, c'est qu'on retrouve le même genre de mobilier d'une résidence impériale à l'autre. Et pour Napoléon lui-même, toujours dans ce désir, on invente le pommier, qui est cette espèce de fauteuil qu'il a partout dans ses bibliothèques et dans ses bureaux, ses pièces de travail, où il peut s'allonger, c'est très commode, il met les jambes d'un côté et la tête contre l'autre accoudoir, et il peut se reposer. Il dort très peu, mais il dort à plusieurs reprises dans la journée. Donc ça lui permet de prendre des petits repos. Oui, il se met là, il prend un livre. C'est ces pauses qui ne sont plus du tout... qui n'ont plus rien à voir avec l'Ancien Régime. Il y a vraiment une vraie rupture, même s'il y a une étiquette à la cour. C'est surtout aux Tuileries qu'il y a cette étiquette. Mais dans les appartements privés, dans la vie privée, on se laisse aller. C'est vraiment le début de... Voilà. Alors là, on revient à Trianon. Et c'est sa salle de bain, la salle de bain. Donc on voit ce besoin de confort, de simplicité dans le décor, dans les soieries, dans des soieries blanches. Enfin, ce sont des crêpes. Et bon, la moquette en léopard, mais ça, c'est son quotidien, parce que c'est la moquette de sa tante de campagne. Mais donc il y a cette attitude de bien-être qui est très important. Enfin, il faut savoir il choisit, donc on a vu qu'il avait choisi le mauve pour l'Élysée. Il choisit pour tous ses lieux de travail, il faut que ce soit du vert. Il est toujours en vert. Tous ses cabinets sont en vert. Et il n'aime pas d'ailleurs son cabinet de travail des Tuileries, parce qu'il ne donne pas sur un jardin. Tous les autres donnent accès directement au jardin. Et donc voilà, il choisit les verts, même je reparlerai des verts plus tard. Voilà, donc il a tout ce principe, et on retrouve un certain nombre d'objets. Bon, vous avez ces sièges curules pour les salles de bain, un certain nombre d'objets qui se répètent d'un palais à l'autre, d'une résidence à l'autre, pour Napoléon. Donc il y a ce somno, qui, je dors en latin, qui est un meuble qui est absolument partout à côté de lui, qui est un petit meuble qu'on met à côté du lit, derrière lequel on met un bassin. Ça lui est très pratique, il aime beaucoup. Il a été inventé dès le consulat
pour Saint-Cloud, et on le retrouve partout, jusqu'en 1815, et même la Restauration les garderont, hein, les gardera, c'est ce mot. Voilà. Donc, ça sont les grandes choses importantes. L'autre chose, c'est sa vasque ou lavabo qui a été fait par Marcion. Le premier aussi a été créé commandé la première fois, c'est par Démasis pour Rambouillet. Mais après, on l'a retrouvé absolument partout. C'est un meuble relativement coûteux, je crois. Et avec ce pot de Sèvres dessus, je ne vais pas vous parler de sa passion pour Sèvres. C'est notre ami qui va le faire. Et surtout, le meuble préféré et adoré, c'est le lavabo en argent, acajou et bronze de Biennet, sur un dessin de Percier, qui a été livré au consulat pour les Tuileries, et qui ne quitte plus la chambre de l'empereur, au point que après le retour de l'île d'Elbe, il s'installe à l'Élysée et il l'a toujours avec lui. Et quand il doit partir pour Sainte-Hélène, Marchand, qui a remplacé Constant, le cache dans un tissu pour pouvoir l'embarquer et pour qu'il puisse l'avoir jusqu'à la fin de ses jours à Sainte-Hélène. C'est l'objet emblématique, disons, Voilà, alors... Ça va encore? Ça va? J'ai pas fait attention à l'heure, je vous écoute passionnément. Oh. Et 5 minutes. 10. Accordé. En comptant mon retard. Voilà, alors l'autre, disons, meuble emblématique de Napoléon, c'est son trône. Le trône qui a été fait sur dessin de Percier pour... donc le premier, là je vous montre deux des trônes, parce qu'il y a plusieurs trônes. Ça c'est le trône, celui de gauche et celui qui est au Louvre, qui est le trône des Tuileries, si je ne me trompe pas, et celui de droite qui est à Fontainebleau, qui était le trône de Saint-Cloud. Donc voilà, alors cette pièce est assez amusante parce que c'est l'idée d'un trône à l'antique, mais on reprend le médaillon rond qui vient de Louis XVI et qui est dessiné, enfin avec les boules comme ça, si jamais il s'énerve, il peut s'accrocher. Et et tout ça a quand même, ça s'inspire de modèles antiques quand même. Alors bon, évidemment les tissus sont très importants, ce sont des brocarts faits par les Gobelins, qui sont avec toujours les insignes de l'Empire, le N, les abeilles qui sont synonymes d'éternité, de résurrection, mais qui aussi sont repris en fait c'était des cigales, mais ils ne savaient pas qu'ils ont trouvé une abeille dans le tombeau de Childéric, et donc c'est pour se rattacher son règne au règne les plus anciens de la France, en faisant tout à fait abstraction aux Bourbons. Voilà, alors après, bon, ça sont les trônes encore plus à l'antique. Au milieu, bon, c'est un biscuit de Sèvres qui date de 1810, qui est un pot sur un surtout, je ne sais pas si tu vas en parler, et qui a servi de modèle. L'autre, à côté, d'un côté, c'est celui qui est le plus proche, c'est le trône du Sénat, qui est toujours au Luxembourg aujourd'hui, et celui de droite, c'était le trône du Conseil constitutionnel, qui est au musée des arts décoratifs maintenant. Enfin, on voit vraiment ce trône à l'antique, c'est vraiment l'Empire français la continuité de l'Empire romain. Voilà. Mais alors le trône, après les trônes sont, disons, répliqués. Là, je vous montre un fauteuil qui avait été créé pour le grand cabinet des Tuileries, qui après est envoyé
est envoyé au palais de Montecavallo, c'est-à-dire au Quirinal à Rome, qui n'a jamais été habité, et Murat le récupère et le prend, s'en sert comme trône pour Naples. Et aujourd'hui, il est au Palais Royal de Caserte. Et on voit ces insignes, toujours ces grandes broderies, où disons, le mobilier d'apparat, à partir d'un certain moment, devient aussi digne des trônes. Voilà, et aussi un objet, malheureusement, qui n'ont pas tous été réalisés, c'était qui est dessiné par Biennet, qui est les tabourets en X pour la salle du trône, qui était destinée aux maréchaux, et qui représente des sabres. Et la commande a été très longue, et en fait, l'Empire est tombé avant qu'elle ait été terminée. Mais c'est... voilà, Et donc, ça, je ne devrais pas la montrer, mais c'est parce que ça, il y a quelques meubles qu'il adore, ce sont les fameuses tables de Sèvres, il y en a 4. Je ne sais pas si tu en parles aussi. Non. On n'y mange pas dessus. Ah, on n'y mange pas, c'est vrai. Tu n'es pas au sujet comme moi. Et donc voilà, ce sont des tables qui sont faites sur dessin, d'après des dessins de Percier et de Isabée. Les socs sont de Thomire, les bronzes de Thomire, et c'est des tables qu'il adore. Il suit toutes ses commandes, il donne la première qui est faite pour Marie-Louise, pour Joséphine, pardon, qui trouve les sujets très 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 bien, mais finalement c'est pas assez, c'est trop féminin, trop dans un goût des siècles passés, parce que il faut savoir qu'il ne supporte pas, même dans les assiettes ailleurs, quand il y a trop de femmes nues, d'hommes nus, de sujets, ça ne lui correspond pas. Donc celle-ci, c'est la table dite d'Austerlitz, qui est à la Malmaison aujourd'hui, et celle-là, il l'aimait beaucoup. Enfin, Et autre meuble qu'il appréciait particulièrement, ce sont les meubles en malachite. À Tilsit en 1807, c'est le moment d'échange important, de cadeaux diplomatiques, et l'empereur, le tsar Alexandre, lui offre de la malachite. Et donc ces malachites arrivent à Paris, on en fait, et donc ça amuse beaucoup Napoléon. Et d'abord, on les fait pour le grand cabinet des Tuileries. On fait monter, alors vous voyez là, les dessins sont... C'est toujours Percier, le mobilier c'est Jacob Desmalter monté, les bronzes sont de Carlier, je crois. Enfin, ce sont des pièces absolument magnifiques. Et comme il s'est pris d'un amour pour Trianon, on les envoie à Trianon. Finalement, c'est assez un peu, disons, c'est pas tout à fait à sa place, mais on les garde à Trianon. Enfin, c'est un mobilier... pour voir comment cet homme, finalement, est rentré dans le goût de son époque et comment il décide, finalement, tout ce qu'il veut faire. Voilà, pour le grand cabinet au Tessier, alors là, on tombe dans les manufactures des Gobelins. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire sur beaucoup. Hein. On pourrait faire des semaines de cours là-dessus. Mais... donc ça, c'est le paravent du grand cabinet sur dessin de David. Donc tout ça est extrêmement, certes, Vivant de nom suit ça de très près, mais pas que, parce que Desmazis aussi, Daru c'est lui qui donne les ordres, c'est le grand maréchal, donc mais on réfère de tout à Napoléon, parce que et voilà. Et alors donc les manufactures, donc pour lui la manufacture des Gobelins et des Beauvais et des Gobelins sont très importantes parce que c'est vraiment le renouveau de l'industrie française. Et d'ailleurs ici ça s'appelle des Gobelins. Et donc il suit ce qu'on fait et alors on se sert des Gobelins pour faire des tapis, pour couvrir des sièges, mais aussi pour faire le décor, et beaucoup aussi pour les cadeaux diplomatiques, parce que finalement c'est plus simple que d'offrir des peintures. Alors on offre de la céramique de Sèvres ou on offre des tapisseries des Gobelins. Et donc il envoie en cadeau diplomatique des portraits c'est après le portrait de Gérard, enfin ça c'est celui qui a envoyé à Dresde,
qui est toujours à Dresde d'ailleurs, et voilà, qui sont des tapisseries. On en fait, ça se fait plutôt plus rapidement. Pour les étrennes du 1er janvier, il y a une grande séance d'étrennes où on réunit toute la famille, le plus beau cadeau va à Madame Mère, etc., etc. Et on leur offre des tapisseries. Parfois, bon, on leur offre par chance beaucoup de porcelaine, mais aussi parfois des tapisseries avec le portrait de l'empereur. C'est le... Et parce que donc l'idée était de décorer après quelques disputes entre Joséphine, Napoléon et Dominique Vivant-Denon, de décorer tous les palais de tapisserie. Comme ça permettait de laisser les peintures au muséum, au musée Napoléon, c'est-à-dire au Louvre. Et donc, mais malheureusement, c'est très lent de faire des tapisseries. Et ils ont dû réutiliser des tapisseries du XVIIIe qui n'étaient pas forcément du goût de Napoléon. Et on a commencé à faire d'après des tableaux commandés ou achetés au salon qui traduisait la geste de Napoléon et les tableaux. Il y avait les grands tableaux dans la galerie de Diane aux Tuileries, et le reste, on allait au Saint-Cloud, était découvert de tapisserie, décoré de tapisserie, Fontainebleau soit décoré de tapisserie, Compiègne aussi, et ça c'est une tapisserie qui n'a pas été finie, qui est seulement un fragment du tableau de Serangeli. Voilà, mais c'est... Mais en 1815, les Gobelins fonctionnaient absolument, étaient relancés. Voilà. Alors, disons, l'autre passion de Napoléon, c'était les soyeux de Lyon. Il avait un rapport particulier avec Lyon. Et alors, plus que pour les motifs, c'est vraiment la technique qui le passionne. Il va plusieurs fois à Lyon, il visite plusieurs fois les ateliers des soyeux. Là aussi, il a toujours un peu, même, lui a une préférence pour Camille Pernon, mais on commande quand même à plusieurs, parce que vous savez, il est toujours fidèle, toujours à une seule personne, voilà. Et alors, il suit les techniques, on ouvre des concours, on donne des prix, tout ça sous le regard avisé de l'empereur, et même... Son cabinet de travail de Saint-Cloud avait été retapissé en verre, bien évidemment, et au bout de quelques années, il était passé. Donc il était furieux, il a demandé qu'on arrive à avoir des tissus qui ne souffrent pas du soleil, parce qu'on arrive... Enfin, et donc, sous le règne de Napoléon, les soyeux lyonnais ont fait beaucoup de progrès, ce qui est une... Et voilà, là, dernier exemple de tissu, c'est sa chambre, la grande chambre, la chambre d'apparat à Fontainebleau, où on voit ces tissus absolument incroyables. On voyait les meubles confortables comme il les apprécie, et ce tissu, qui est un tissu de velours, qui est assez incroyable, et quand il est arrivé, il lui a pas pu tout à fait plu, donc il a demandé qu'on brode un peu de jaune dedans, et on se retrouve avec un tissu de goût Liberty en plein empire. On se demande presque comment, mais c'est un peu un unicum, mais c'est quand même assez spectaculaire. Voilà, la table. Pour conclure, n'est-ce pas? Oui. Je crois, oui. Pour conclure. C'est bien fait. Donc, Napoléon a donc toujours cette fidélité incroyable, et il a un orfèvre, pour ainsi dire presque un, même qui est Biennet. Et donc toute l'orfèvrerie de Napoléon personnelle est faite par Biennet. C'est toujours très simple. Les assiettes sont avec une frise de petites feuilles d'acanthe, et avec les armes impériales, et c'est tout. Et ces couverts qui sont toujours les mêmes, qui sont ces couverts en argent avec les grandes armes, et donc qu'il aurait pu avoir d'autres orfèvres. Le pauvre Odiot a essayé, tant qu'il a pu, d'obtenir des commandes. Il travaillait pour Madame Mère, il travaillait pour les sœurs,
il ne veut pas d'Audio, mais Audio va s'en servir sur la restauration en disant je n'ai pas travaillé pour l'empereur, ce qui a été, il pourra travailler pour Louis XVIII. Et voilà. Et l'autre, bon, c'est le côté opposé, si j'ose dire, c'est le service à thé de Marie-Louise, qui, bon, parce que Napoléon a voulu toujours tout ce qu'il y avait de plus merveilleux pour Marie-Louise, les plus beaux bijoux, les plus belles créations de Nitto, qui est Chaumet, et les plus beaux, la plus belle argenterie qui soit. Après, j'ai encore une image. Après celle-ci. Oui, et voilà. Et ça, c'est le grand service d'Audio qui a été fait pour le mariage de Marie-Louise. On le voit sur le tableau de Casanova, où il y avait un mélange de surtout en vermeil de Biennai et des statues absolument à l'antique en biscuit de Sèvres qu'on peut voir sur la table. Et pour finir, je pense, peut-être la chose la plus importante qui est le bivouac. Et le bivouac de Napoléon avec j'ai un trou sur son prénom, de Marie-Jean d'Estouches, qui a inventé ce lit qui se démontait très rapidement, qui était très confortable, et même là-dessus, il a suivi les progrès même d'Estouches, allé toujours plus loin dans l'invention du lit pliant, à la fin, ce n'est plus qu'un seul morceau qu'on monte, qu'on démonte dans un temps record. Et en fait, nous, on a fait une exposition à Ajaccio en partenariat avec le Mobilier National. C'était Jeanne Lazare qui l'avait fait à l'époque. Un succès formidable, même s'il y a eu un petit incident, parce qu'on a eu un gardien qui s'est assis sur la chaise. Mais du coup, il a été restauré, il est beaucoup plus solide. Et voilà. Et alors, c'est intéressant parce que c'est probablement dans les objets du bivouac qui accompagnent qu'on voit le plus d'objets de la vie courante, quotidienne de Napoléon, et on voit justement toutes ces casseroles, toutes ces matières, parce qu'il se faisait faire beaucoup d'omelettes. Ses cuisiniers suivaient, c'était assez complexe, parce qu'il y avait une voiture qui précédait, une autre qui suivait, où il y avait toujours le vin, le chambertin, enfin qui suivait, parce qu'il n'aimait aucun autre vin, donc qui coupait avec de l'eau. Et voilà, enfin, de toute façon, on mangeait mal chez Napoléon. Et Napoléon disait d'ailleurs, si vous voulez bien manger, allez chez Cambacérès. Alors ça durait des heures et des heures, et c'était... et lui, voilà. Et donc on voit, il y a des friteuses, en cuivre, voilà. Enfin, c'est tout. Merci beaucoup. Peut-être des petites questions, non pas sur le contenu, mais sinon on passe à la deuxième communication. On garde ça pour la fin. Oui. Okay. On va faire la petite coupure et on passe à la deuxième communication et après on fait les questions. Bon, j'espère que je prends moins de risques en vous annonçant cette conférence. Si vous me permettez, ce petit trait. J'espère que je vais prendre moins de risques en annonçant cette conférence. C'est ce que je disais, ce petit trait d'humour en toute amitié. Donc Bernard Chevalier, vous êtes spécialiste de l'impératrice Joséphine, on en a beaucoup parlé. On en reparlera probablement aussi avec la communication, votre communication. Vous êtes historien de l'art, conservateur général honoraire du patrimoine, spécialiste de mobilier et d'objets d'art, plutôt Premier Empire, m'a-t-on précisé, ancien directeur du musée de Malmaison, du Bois-Préau, des musées napoléoniens de la maison Bonaparte à Ajaccio et de l'île d'Aix. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages historiques comme Douce et incomparable Joséphine, la voici, toujours éternelle, de beaux livres comme Décor d'Empire, Saint-Cloud, le palais retrouvé, ça avec le photographe Marc Walter, photographe assez réputé. Vous êtes également l'un des commissaires, pour parler d'actualité, et citons-les, parce qu'il y en a d'autres, il y a Arthur Chevalier, écrivain et éditeur, Frédéric Lacaille, conservateur général des peintures du 19e, et je crois qu'il s'occupe des prêts au château de Versailles et de Trianon,
donc commissaire, l'un des commissaires de l'exposition Napoléon à la Grande Halle de la Villette, dont on parlait un tout petit peu tout à l'heure en aparté, et qui, j'en profite pour l'annoncer, enfin peut-être le savez-vous, ceux qui ne l'ont pas vu, vous avez encore finalement, non pas jusqu'au 19 décembre comme c'était précédemment annoncé, mais jusqu'au 26, donc une semaine de plus, au-delà de Noël, pour aller voir l'exposition Napoléon. Ce principe que je m'applique à moi-même, puisque malheureusement, je ne l'avais pas encore vu. En effet, à l'occasion du bicentenaire de la mort de la Villette, de la mort de l'empereur, à la Villette, accueille une exposition spectaculaire qui, je cite le dossier de presse, dresse le portrait juste et sans concession d'un personnage fascinant qui a façonné la France d'aujourd'hui. Car connaître Napoléon, c'est comprendre le monde dans lequel nous vivons. Je ne suis pas certain qu'on puisse apporter tout cela avec la communication que vous allez faire. Non, sinon ça va durer jusqu'à demain matin. Sinon ça durerait un petit peu trop longtemps. De son ascension au déclin de l'aventure impériale, l'exposition retrace en 9 sections cette période charnière, des moments clés de l'histoire de France et la vie romanesque de l'empereur. Donc ce soir, vous nous proposez d'explorer les relations de goût, mais également de production qu'entretient Napoléon avec les arts de la table, notamment à Meudon, Saint-Cloud et aux Tuileries. Une communication malicieusement intitulée « Un aigle dans la porcelaine ». Je vous laisse la parole, monsieur Chevalier. Merci. Donc là, nous allons malheureusement descendre bien bas après le luxe de l'empereur. Nous allons aller dans les cuisines, si vous voulez bien. On pourrait même dire le palais de l'empereur dans les palais disparus, si pour faire un mauvais jeu de mots. Donc d'abord, j'ai décidé de partager cette communication en 3 parties. En étudiant d'abord les cuisines des différents palais, des 3 palais, où se trouvaient-ils dans les différentes structures. Deuxièmement, un peu quand même sur les habitudes alimentaires de Napoléon, qu'a évoqué déjà Philippe un petit peu tout à l'heure. Et puis, nous verrons ensuite quels sont les différents services de table, que ce soit en vermeil ou en porcelaine, qui étaient utilisés dans chacun des différents palais. Nous allons commencer évidemment par le plus important, le palais des Tuileries. Et là, je vous montre une restitution, parce que j'ai beaucoup utilisé avec son autorisation les restitutions en 3D de Philippe Le Pareux, que vous pouvez voir dans l'exposition des palais disparus. Donc ce palais des Tuileries, eh bien, où étaient les cuisines? En réalité, elles se trouvaient dans, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ici, dans cette aile-là, vous avez des soupiraux qui sont sous les fenêtres du rez-de-chaussée. Eh bien, les cuisines étaient là, exactement sous l'appartement de l'impératrice, ce qui devait évidemment dégager des odeurs très désagréables. Et pour mieux visualiser l'emplacement de ces cuisines, voilà ici en haut le plan du sous-sol des Tuileries. Vous voyez qu'il n'y a pas de sous-sol partout. Il y en a du côté du pavillon de Marsan, où il y a la salle de spectacle. Mais ici, les cuisines étaient sous le pavillon de Flore et sous l'appartement de l'impératrice, là. La coupe qui est ici, qui date du Second Empire, mais vous montre quand même les cuisines telles qu'elles étaient. Voilà le pavillon de Flore, ici. Les anciennes parties où était serrée la porcelaine, l'argenterie. Et là, vous avez une série de pièces voûtées qui sont les cuisines proprement dites, qui correspondent aux soupiraux que vous avez vus sur la vue précédente. Ces cuisines, donc, il y avait beaucoup de différentes sections. Il y en avait une qui était la fourrière. La fourrière, c'est l'endroit où on entrepose les provisions. Une échansonnerie, là où on mettait également les boissons. Et il y avait des salles réservées, comme je vous ai dit, pour serrer la porcelaine, l'argenterie et les cuisines proprement dites. Alors les cuisines, eh bien, nous avons la chance d'avoir 2 vues des cuisines avant la démolition du palais, qui date donc du Second Empire. Elles étaient déjà là sous le Premier Empire. Certainement, on a dû améliorer quelques fonctions d'usage, mais en gros, vous avez quand même l'aspect qu'avaient les cuisines des Tuileries sous Napoléon Ier, et vous voyez qu'elles sont éclairées par un demi-jour. Ce sont les soupiraux que vous avez vus tout à l'heure. Ces cuisines ont été utilisées jusqu'à la fin du Second Empire, et pour vous donner une idée de l'activité qui régnait dans ces cuisines, j'ai retrouvé cette vue dans le Monde illustré de 1864, où l'on voit la rôtisserie, le dessert, le glacier et le garde-manger, parce que tout ça était extrêmement bien sectionné. Il y avait un endroit où il y avait le garde-manger, où on avait le froid. Il y avait la rôtisserie que vous voyez en haut à gauche. Il y a un endroit pour les sauces, pour la pâtisserie, pour l'entremets. Le glacier, extrêmement important, puisqu'on gardait la glace dans des glacières que l'on récupérait, les hivers étant beaucoup plus rigoureux que de nos jours. Et le garde-manger, où il y avait le froid. Voilà en gros où se trouvaient les cuisines aux Tuileries et quels étaient leurs usages. À Saint-Cloud, les choses sont différentes.
Bonaparte s'installe à Saint-Cloud seulement en 1802, au moment du consulat, et immédiatement, on envisage d'installer des cuisines sous la galerie d'Apollon et sous la chapelle. Et puis le projet est vite abandonné parce que Napoléon est très sensible aux odeurs. Déjà, il ne supporte pas l'odeur de la peinture, donc l'odeur de la nourriture, à mon avis, ça devait être encore beaucoup plus difficile pour lui. Et ces cuisines, donc, on abandonne ce projet. Et on les installe dans un endroit qui existe encore, qui est le pavillon de Valois. Le pavillon de Valois a été incendié comme le château en 1870, mais comme ce n'était pas l'endroit où vivaient les souverains, on a restauré, ça a été pendant un certain temps l'école normale supérieure, maintenant on ne sait pas trop quoi en faire, mais le pavillon de Valois abritait donc toutes les cuisines. Il avait été construit pour monsieur au XVIIe siècle, et c'est Mick, Richard Mick, l'architecte de Marie-Antoinette, qui avait aménagé les cuisines au rez-de-chaussée du pavillon de Valois, dont voici le plan. Cette cour s'appelle la cour des cuisines. Vous avez donc ici tous les endroits où on retrouve les mêmes fonctions qu'aux Tuileries, et il y a, vous devinez, un souterrain, un passage qui relie les cuisines au sous-sol du château, pour des raisons de commodité. Et on réchauffait évidemment la nourriture au château. Le pavillon de Valois donc, a été complètement restauré après l'incendie, comme je vous ai dit. Le reste du pavillon était occupé par la secrétairerie d'État, dont le dirigeant était Hugues Marais, le duc de Bassano, qui habitait donc lui au-dessus des cuisines. Elles ont servi de cuisine pendant tout le XIXe siècle, jusqu'à la chute du Second Empire, jusqu'à l'incendie du palais. Donc il fallait des réchauffoirs. Et ces réchauffoirs, on les a installés en fait dans l'aile qui donne sur l'orangerie, l'aile de Saint-Cloud, avec toutes ces parties qui sont en jaune, en blanc, qui sont des parties donc d'usage, où il y avait des réchauffoirs, des lavoirs, etc., des pièces d'office, dont on devine les soupiraux sous les fenêtres du rez-de-chaussée. Il faut les yeux de la foi, mais croyez-moi. On a mis ça ici, pourquoi? Tout simplement parce que la grande salle à manger, que vous verrez tout à l'heure dans l'exposé, se trouvait exactement au-dessus de la salle à manger des officiers. Donc c'est là où on apportait les plats qui venaient des cuisines du pavillon de Valois par le souterrain, réchauffés ici et servis dans la grande salle à manger. Tout ça était parfaitement organisé. Les caves donc ont été complètement abîmées à ce moment-là et on n'a plus du tout aucun vestige des cuisines de Saint-Cloud, sauf le pavillon de Valois, mais l'intérieur a dû être complètement transformé après la restauration suite à l'incendie de 1870. Alors à Meudon, voilà Meudon, tel qu'il était, tel qu'il a été restitué par Philippe Le Pareux. Vous savez que Meudon a été construit entre 1706 et 1709 par Mansart pour le Grand Dauphin, et que Napoléon s'y est intéressé assez tard. C'est seulement en 1807 qu'il décide d'annexer le domaine de Meudon, mais n'y fait rien. Et c'est en 1810-1811 qu'il décide de le meubler afin de l'affecter en 1812 au roi de Rome. Autant vous dire que ce palais n'a pas vécu longtemps sous l'ombre de Napoléon. Et comme Saint-Cloud, il a été incendié en 1871, les ruines auraient dû être démolies, mais il a été sauvé par l'installation d'un observatoire dans le corps central. Voyez-vous ce qui reste maintenant du château de Meudon. On a démoli les étages des deux ailes, on a sommé le corps central par la coupole de l'observatoire, et on a gardé le rez-de-chaussée des ailes. Alors Meudon, ça ne se visite pas, donc je ne pense pas que le rez-de-chaussée des cuisines qui étaient là, on voit encore les soupiraux ici, c'est toujours le même principe qu'à Saint-Cloud ou aux Tuileries. Je ne pense pas qu'il reste des vestiges des Tuileries, mais au moins la façade extérieure est à peu près intacte et a été conservée. Nous avons des plans des différentes caves, parce que la partie que vous avez vue donne au rez-de-chaussée, mais de l'autre côté, il y a un dénivelé. Donc ce qui est avec demi-cave avec des soupiraux d'un côté et véritable cave de l'autre côté. Donc on voit ici ce qui servait de cave, et de ce côté-là, ce sont là les endroits où il y a les soupiraux, et de l'autre côté, on donne au rez-de-chaussée directement à cause du dénivelé. Ces caves ont été transformées en cuisine. Il y avait donc d'abord un petit entresol où on avait installé la pâtisserie, la rôtisserie, et au rez-de-chaussée, on avait continué à aménager ici des espaces pour serrer le charbon et le bois. Comme d'habitude, donc porcelaine, etc., argenterie, bon. Mais la salle à manger, qui a été également restituée, était... Ah ben ça a été trop vite ça. Là où est la salle à manger de Meudon.
Ah ben non, vous la verrez après. Non, je suis désolé. Bon, donc c'est moi qui me suis un peu emmêlé. Alors, nous allons passer maintenant au goût culinaire de Napoléon. Comme vous disait Philippe, Napoléon n'est pas un grand gastronome. Et je pense que le mieux, c'est de voir ce qu'en disait un témoin direct, un préfet du palais, M. de Beausset, qui écrivait comment il avait vécu auprès de Napoléon au moment des repas. Donc, il dit que le déjeuner de Napoléon est servi à 9h30. C'est le préfet du palais, donc lui-même, qui allait le prévenir, et qu'il précédait dans le salon où il devait déjeuner, parce que Napoléon n'avait pas de salle à manger. C'est lui qui décidait l'emplacement où il désirait prendre son déjeuner. Il y assistait, donc le préfet du palais, avec le maître d'hôtel, qui remplissait tous les services pour le détail, et Napoléon déjeunait souvent sur un petit guéridon en bois, d'acajou, recouvert d'une serviette. Ah ben j'oublie, maintenant je suis en retard. Voilà, que vous voyez ici. Vous voyez donc ici le préfet du palais qui se tient près de Napoléon avec le guéridon recouvert d'une serviette. Et voilà un guéridon du même type, parce que Napoléon est un homme d'habitude, voulait avoir les mêmes types de meubles dans tous les palais. Et d'ailleurs, au garde-meubles, comme tu le disais tout à l'heure, on disait « c'est pour l'empereur, il faut faire simple ». Évidemment, quand il s'agissait de la vitrine de la France, là, on ne lésinait pas, on dépensait beaucoup d'argent. Donc le préfet du palais se tenait donc à côté, le chapeau sous le bras, près de la petite table, et il dit que Napoléon était sobre autant que jamais un homme ait pu l'être. D'ailleurs, souvent, le déjeuner de Napoléon, dit-il, ne durait pas plus de 8 minutes. Alors, quand il éprouvait le besoin de ce qu'il appelait fermer son cabinet, il le durait un peu plus longtemps. Et alors, il dit que rien n'égalait la douce gaieté et le charme de sa conversation. Ses expressions étaient rapides, positives, pittoresques, et M. de Beausset dit « J'ai dû à ce moment de mon service les heures les plus agréables de ma vie. Très souvent, je lui proposais de recevoir pendant son déjeuner quelques personnes auxquelles il avait accordé cette faveur. Et c'est là où on voit effectivement, en général, on amenait des savants du premier ordre comme Monge, Berthollet, Costas, qui était l'intendant des bâtiments de la couronne. Denon venait assez souvent, le directeur du musée, qu'il avait emmené avec lui pendant la campagne d'Égypte. Et puis venait aussi Corvisart, avec qui il discutait souvent. Et il le taquinait, parce que Napoléon ne croyait pas dans les médecins. Des fois, Napoléon disait à Corvisart, alors combien de morts cette semaine? Et Corvisart disait, moins que vous, sire. Bon. Parmi les hommes célèbres qui venaient à la table de Napoléon, on peut voir le peintre David, Gérard, Isabey, et puis surtout l'acteur Talma. Il appréciait beaucoup de discuter avec Talma, parce que Napoléon était féru de théâtre, comme on vous l'a dit. Venait aussi Fontaine, son premier architecte, et comme me dit M. de Beausset, quelques-uns existent encore, et je suis assuré qu'ils s'accorderont à dire avec moi que rien n'égalait la grâce et l'amabilité de Napoléon. Il était doué d'un esprit abondant, d'une intelligence supérieure, ben ça on n'en doute pas, hein, et d'un tact extraordinaire, et c'est dans ces moments d'abandon et de causerie qu'il étonnait et enchantait le plus. Donc voilà un peu comment se passaient les repas habituels de Napoléon, les repas de tous les jours. Mais le dîner, le soir, avait lieu vers 18h, et ça durait un tout petit peu plus longtemps, entre 15 et 20 minutes. On sait que Napoléon mangeait des gros morceaux, au risque de s'étouffer. Il buvait que du chambertin et ne voulait que des mets simples. D'ailleurs, j'ai trouvé une lettre que je tiens à vous citer, très intéressante, de Duroc à Bessières. Duroc, qui était le grand maréchal du palais, qui gérait tout ça, et son camarade de militaire, Bessières, c'est une lettre de mars 1813, et il apprend que Napoléon va être invité à Grignon chez Bessières. Alors Duroc écrit à son collègue « J'ai compris que c'était chez toi que Sa Majesté allait déjeuner. Tu peux donc faire préparer une table et un couvert. On pourra y ajouter 3 ou 4 couverts si l'empereur invite. » Et là, il dit, parce qu'ils connaissent les goûts de leur maître, une bonne soupe, un bon poulet rôti, ou des poitrines grillées, ou un bon filet de bœuf, des œufs frais, du roquefort et du chambertin. Voyez-vous, là, vous avez le menu de Napoléon, vraiment ce qu'il aimait. Donc, nous allons voir maintenant les contenants dans les différentes résidences. Tout d'abord, l'empereur, comme je vous ai dit, décide où il doit déjeuner. Par contre, l'impératrice, elle, bénéficie d'une salle à manger particulière qui se trouve à côté des cuisines, au rez-de-chaussée de l'aile où sont toutes les cuisines, mais donnant sur la cour du Carrousel. Elle a une très grande salle à manger
de 120 mètres carrés, mais très sombre, parce qu'il n'y a qu'une fenêtre. Donc Fontaine a mis beaucoup de miroirs pour réfléchir la lumière. Et quand l'impératrice faisait des déjeuners un peu pas officiels, mais semi-officiels, c'est dans cette salle à manger qu'elle le faisait. Donc dès le consulat, Napoléon avait eu l'intention de faire des grands banquets de 200 couverts, où il invitait à peu près tout le monde pour essayer évidemment de se les attirer. Ces banquets, le premier a lieu dès l'arrivée aux Tuileries, le 19 février 1800. Et alors là, c'est un grand dîner dans la galerie de Diane, où il invite les consuls, les ministres, le président du Sénat, celui du tribunat, celui du corps législatif. Et très vite, on achète dans le commerce de la porcelaine, que l'on chiffre au B de Bonaparte. J'ai retrouvé ça à Malmaison, on se demandait ce que c'était. Maintenant, j'ai retrouvé la facture à la bibliothécaire. On sait que ça a été livré pour les Tuileries, et c'est vraiment le service qu'il utilisait au début de son règne, mais tout ça, évidemment, a été dispersé après. Ces 200 couverts donc, étaient accompagnés également d'argenterie, parce que très vite, il a demandé à Biennet de lui servir un service complètement en argenterie, et Napoléon n'aimait pas vraiment tous les banquets. Les banquets se tenaient généralement dans la galerie de Diane, que vous voyez ici. C'est une restitution telle qu'elle était sous le Second Empire. Et de mémoire des différents souvenirs, Napoléon n'a fait que 8 grands banquets d'apparat pendant tout l'Empire. C'est vous dire le goût qu'il avait pour ce genre de cérémonie. Et sur ces 8 banquets, 5 se sont tenus aux Tuileries. D'abord, il en a fait un 3 jours après le sacre, au moment de la distribution des aigles, c'est-à-dire le 5 décembre 1804, et ce banquet a lieu dans la galerie de Diane. On en fait un autre 3 ans plus tard, au moment du mariage de Jérôme, parce que c'est important, c'est son petit frère, il épouse la fille du roi de Wurtemberg, donc il faut, comme on dit, épater la galerie, et là c'est la galerie de Diane qu'on épate, donc il y a un service que vous allez voir tout à l'heure, qui a été commandé spécialement pour ce banquet. Le 31 décembre 1809, on invite à Paris tous les souverains, on est à la veille du divorce, donc on voit le roi de Saxe, le roi de Wurtemberg, tous les rois allemands qui viennent défiler ici, et on fait à nouveau un grand banquet dans la galerie de Diane. Avant de parler du mariage, je vais aller encore au-delà. Le dernier grand banquet, c'est le 16 juin 1811, au moment de la session du corps législatif, mais là, comme il y a moins de monde, on le fait dans la salle des maréchaux, qui est la salle au premier étage des Tuileries. Mais la grande affaire de Napoléon, c'est le banquet de son mariage. Le mariage qui a lieu le 2 avril 1810, mais qui a lieu dans la salle de spectacle. Alors, on utilise... J'ai pas mon... Ben alors, c'est où? Ah ben non. Ah ben, vous le verrez après. J'aurais dû ranger ça différemment, mais bon, c'est un peu de ma faute. Voilà. Donc, on revient au grand vermeil que vous avez vu tout à l'heure, parce que ce grand vermeil est extrêmement important. Napoléon ne peut s'en servir qu'à partir de 1804, car c'est un cadeau de la ville de Paris à Napoléon au moment du sacre, à l'occasion du sacre. Le banquet du sacre a lieu, je vous ai dit, dans la galerie de Diane. Napoléon est sous un dais, assis entre le pape et l'impératrice, et à ce moment-là, on se sert de ce grand vermeil offert par la ville de Paris, qui a comporté jusqu'à 1069 pièces en vermeil, qui étaient contenues dans 63 coffres. Malheureusement, la plupart des pièces ont été fondues sous Napoléon III. Napoléon III, d'ailleurs, a fait un surtout en Ruols, en disant que l'argenterie des souverains était faite pour être fondue, donc c'est ce qu'il a fait. Mais il a quand même conservé les 26 pièces les plus importantes, dont vous apercevez quelques-unes ici, et qui sont maintenant la propriété du Mobilier National, qui les a déposées à Fontainebleau. Donc vous voyez, il y a une nef pour l'empereur, une nef pour l'impératrice, le cadenas de l'empereur, le cadenas de l'impératrice. Ce sont des pièces magnifiques qui sont maintenant exposées à Fontainebleau. Pour le vermeil, on ajoute un service à thé en vermeil que vous avez vu, qui est livré également par Biennet en 1810. Et malheureusement, tout ça a été vendu, ça appartenait au duc de Hamilton. Et puis, ça a été partagé. Malheureusement, le grand vermeil de thé est partagé entre le Louvre et à Édimbourg, le Royal Scottish Museum. Bon, mais il est intact entre les deux musées. Et vous apercevez ici, donc, le samovar et une des théières du vermeil à thé. À côté du grand vermeil que je vous ai montré, il y avait ce qu'on appelle le vermeil ordinaire, ou si ça sentait qu'un vermeil soit ordinaire, mais enfin bon, ça c'est autre chose, ou petit vermeil. C'est toujours Biennet qui commence dès 1802 les livraisons, et il a ordre en 1806
de changer le B de Bonaparte par les grandes armes impériales. Il a attendu 1806 pour enlever son chiffre B. Les assiettes étaient commandées à Biennai par 1000, voire 1500. Vous imaginez un peu le nombre d'assiettes de vermeil. Malheureusement, tout ça a été fondu complètement à la Restauration et il n'en reste quasiment rien. Et paradoxalement, les seuls vermeils que vous voyez ici sur cette photo viennent soit du pillage de la voiture à Waterloo, donc ça n'a pas été fondu, soit de ce qu'il avait emporté à Sainte-Hélène. Tout le reste a été fondu par les Bourbons. Alors à Sèvres, il y a eu des livraisons constantes aux Tuileries. Des cabarets, de nombreux services, il y en avait pour le grand maréchal, il y en avait pour les princes, les officiers de la maison. Et ces services de Sèvres comportaient généralement un service d'entrée où il y avait pour le melon, la soupe, etc., dont le fond des assiettes n'était pas peint, mais décoré. Et puis le service à dessert, qui sont les plus célèbres, qui ont le fond de l'assiette complètement peint selon des thèmes tout à fait différents. Et le premier service qui est livré aux Tuileries, c'est celui-ci. C'est le service dit fond écaille et figure. C'est le premier des 3 services qui servira pendant tout l'Empire aux Tuileries. Et vous avez là 2 pièces qui sont à Fontainebleau. Un second service lui est livré un petit peu plus tard. Et ce service, qui est un service à fond bleu, beau bleu, avec des fleurs, est livré en 1806. D'abord, on ne sait pas pour qui il est livré. On parle pour le grand maréchal. Mais comme les suppléments sont livrés en 1808 pour l'empereur, on sait que ce service a vraiment servi à l'empereur pour les repas, disons, semi-officiels pour le dessert. Parmi les autres services, eh bien, on en a beaucoup d'autres, mais qu'on n'identifie plus, on ne sait plus exactement ce que c'est. Et pour les banquets de mariage, on fait parfois venir des services bien spécifiques. Ainsi, pour le banquet du mariage avec Jérôme, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a eu lieu en 1807 dans la galerie de Diane, eh bien, on livre un service, on le livre la veille du mariage, un service à fond brun-rouge qu'on appelle le service olympique, parce qu'il représente des scènes mythologiques des dieux et déesses de l'Olympe. Le service a donc servi pour le mariage de Jérôme, il avait 144 pièces, et puis, c'est un peu étrange comme habitude, mais Napoléon l'a offert au tsar, un service d'occasion, si j'ose dire. Bon, moi, ça s'est passé comme ça. Et il est toujours conservé d'ailleurs à Moscou, maintenant, au Palais des Armures. Vous avez la totalité du service olympique. Et là, je vous ai mis une assiette conservée à Fontainebleau et des dessins qui sont conservés à la Manufacture de Sèvres, avec surtout le grand surtout de table qui trônait au milieu de la table. Mais le banquet le plus célèbre, j'y viens maintenant, c'est le banquet du mariage de Napoléon avec Marie-Louise dans la salle de spectacle des Tuileries le 2 avril 1810. Alors, c'est un spectacle, parce qu'il y a non seulement les souverains qui sont ici avec toute la famille impériale qu'on voit sur la table sur une estrade, mais tout autour dans la salle de spectacle, on a invité quand même 3000 personnes qui assistent au banquet. C'est la salle de spectacle et c'est le grand spectacle. On y fait le service à la française, c'est-à-dire qu'on met tout sur la table et chacun prend ce qu'il peut, alors que le service à la russe a du mal à s'imposer. Nous mangeons à la russe actuellement puisqu'on vous amène les plats les uns après les autres. Le service à la française, vous avez tout sur la table et on se sert. C'est tout. Et souvent on mange froid. Mais bon, c'était quand même beaucoup plus somptueux qu'un service à la russe. Le service particulier de l'empereur a été donc servi à ce moment-là et Napoléon a réussi à tenir 20 minutes pour son banquet de mariage. Voilà le service qu'on livre pour le jour du mariage. C'est ce fameux service que vous connaissez tous, qui est le service particulier, qui se compose en fait de 4 ensembles bien séparés. Il y a le service d'entrée, pour la soupe et le melon, le service de dessert dont vous connaissez les assiettes, ces fameuses assiettes au marlis vert de chrome avec des scènes peintes au milieu. Il y avait donc 4 glacières, après les 72, en voilà 2 glacières, et il y avait aussi des sucriers, 4 sucriers, en voici un, et un surtout en biscuit, dont voici l'élément central. Donc tout ça, évidemment, a été sauvegardé parce que dans sa grande mansuétude, avant de partir à Sainte-Hélène, Fouché a autorisé Napoléon, c'est les rôles inversés, à emporter avec lui 60 assiettes des 72. Donc il les a emportées à Sainte-Hélène. Donc elles sont devenues
doublement mythiques. C'est les assiettes de l'empereur, les assiettes de Sainte-Hélène, et maintenant elles passent en vente, et il y en a de moins en moins. Il y en a une qui est passée en vente dimanche dernier, qui a fait 350 000 €. Voilà, c'est à peu près le prix d'une assiette du service particulier de l'empereur. Il en reste, si vous en avez une dans vos placards, vous êtes tranquille. Hein. Alors on sait que Napoléon était très attaché à ça, et comme le disait Philippe, il était très maniaque, il voulait tout voir. Et sur les 72 assiettes, il a donné lui-même les thèmes de 28 assiettes, dont 15, ça c'est très important, sur la campagne d'Égypte. Il fallait faire entrer dans la tête des gens que la campagne d'Égypte était une campagne victorieuse. Donc il y a 15 assiettes célébrant la campagne d'Égypte le jour du mariage avec Marie-Louise. C'est évident que quand on est à Saint-Cloud, les choses sont moins somptueuses. L'étiquette se relâche un peu, et vous connaissez tous ce tableau célèbre où on voit Napoléon avec ses neveux et ses nièces sur la terrasse de Saint-Cloud, et on voit ici, dans le fond, le personnel qui s'apprête à apporter la table dressée pour que Napoléon prenne son petit repas avec toute sa famille d'une manière très très simple. C'est un repas informel. Et malheureusement, les sources d'archives ne donnent pas de service précis pour les Tuileries, comme il y en a eu pour Saint-Cloud, comme il y en a eu pour les Tuileries, comme il y en a eu pour Fontainebleau, pour Compiègne. Là, c'est seulement à partir de 1813 qu'on voit apparaître un service vraiment spécifique dédié à l'empereur, un service à fond bleu avec des fleurs ornées au fond. Sinon, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, il y avait des services très simples. Donc vous verrez un exemplaire tout à l'heure. Ce sont des services dits à frise d'or et fleurs de myrte avec un chiffre N couronné. Nous allons voir maintenant à quoi ressemblaient les salles à manger. Bon, vous avez vu qu'aux Tuileries, il n'y en avait pas, on se servait de la galerie Diane pour les banquets, mais à Saint-Cloud, il y avait quand même 2 salles à manger qui existaient, qui étaient à l'étage. Il y avait d'abord la salle à manger particulière de Leur Majesté, où Napoléon et Marie-Louise prenaient souvent leur repas ensemble, salle à manger qui se trouve dans l'appartement de l'impératrice, donnant sur la cour d'honneur. Et de l'autre, qui est la salle à manger officielle. Cette salle à manger a été construite par Mick en 1785, quand il a restauré et reconstruit une partie du château pour Marie-Antoinette. Et c'est la seule pièce de Saint-Cloud qui a eu ce même usage entre 1785 et 1870. Mais évidemment, elle a été redécorée différemment en fonction des souverains. Et là, vous avez l'état de la salle à manger telle qu'elle avait été décorée en 1801. Évidemment, toujours sur des dessins de Percier, c'est toujours l'éternel Percier, dans le goût pompéien, et qui ressemble un peu à la salle à manger de Malmaison. Donc on sait que le peintre s'appelait Simon Frédéric Munch, qu'on avait surnommé Munich, je pense qu'on ne savait pas prononcer le nom de Munch, et c'est un stuccateur, Zobel, Martin Zobel, qui a refait tous les stucs, car ses peintures étaient peintes sur stuc. La salle à manger servait comme salle à manger, non pas d'apparat, mais quand il y avait quelques petites réceptions. Ainsi, on sait que le Conseil des ministres avait lieu le mercredi. Tiens, c'est bizarre, le mercredi, un Conseil des ministres. Bon, enfin, Napoléon avait déjà commencé. Mais ça se tenait généralement vers 11h, 11h30, et Napoléon retenait souvent, après le Conseil des ministres, les principaux ministres qu'il avait convoqués. Et le repas avait lieu dans cette salle à manger. Il n'y avait pas de Conseil des ministres plénier comme maintenant. Hein. On faisait venir que les ministres dont on avait besoin. Ce n'est pas la peine de perdre son temps. La réunion unique n'existait pas encore. À Meudon, voilà à quoi ressemblait la salle à manger. Donc une salle à manger très simple qui a été aménagée en 1810-1811 avec 6 fauteuils et 20 chaises en bois peint en blanc et le tout recouvert en tapisserie de Beauvais. Ce qui est plutôt étonnant d'avoir de la tapisserie dans les salles à manger parce que d'habitude dans les salles à manger on mettait du crin de cheval parce que les tapisseries absorbent toutes les odeurs. Donc les murs, on ne met jamais de pain de tissu, on met ou du papier peint ou des boiseries. Et là, bizarrement, à Meudon, il y a des tapisseries de Beauvais. Bon, le goût a voulu évoluer. Et effectivement, il n'y a pas d'acajou dans la salle à manger de Meudon parce que, comme on vous l'a dit, à partir de 1810-1811, à cause du blocus continental, Napoléon a voulu privilégier ce qu'on appelait les bois indigènes, c'est-à-dire le frêne, l'orme, la loupe, etc., des bois français. Et on a ainsi des exemples, il ne faut pas non plus que je m'étale un peu trop, mais on a des exemples au Grand Trianon d'une coiffeuse livrée en 1809. Si on n'avait pas la facture, eh bien on dirait ça c'est du Charles X. Le style change vers 1808-1809, déjà à cause de l'étiquette du palais impérial et surtout le changement de goût. Et dès 1808, vous avez des meubles que l'on pourrait prendre pour des meubles d'époque Restauration.
Qu'y avait-il comme service à Meudon? Eh bien, aucun service n'a été livré pour Meudon. Donc, on s'est contenté d'un service très simple, celui de gauche, qui est un service dit à feuilles de myrte, avec le N couronné, et c'est le service qu'on mettait dans les salles à manger plus modestes que celles de l'empereur. Mais pour Meudon, je n'ai trouvé que ce service livré en 1812. Et puis à droite, c'est un petit clin d'œil amusant. Ça n'est pas du Sèvres. On se fournissait chez d'autres fournisseurs. Ainsi, c'est Dagotti qui a livré cette assiette et il a envoyé à Brognard une assiette de modèle, qui est celle-ci, qui est toujours conservée à la Cité de la Céramique, qui est très simple, avec un petit mot que Dagotti a ajouté, que je trouve tellement délicieux que je ne peux pas résister à l'envie de vous le lire. Dagotti dit « J'ai ajouté la couronne et un petit filet, ayant trouvé que cela faisait beaucoup mieux, et je n'ajoute rien au prix. » Et on sait que, par exemple, ce type d'assiette a été livré 50 douzaines à Fontainebleau. C'était énorme. Alors voyez-vous, comment mangeait-on dans les palais disparus de Napoléon? Eh bien, on mangeait comme dans les palais actuels, comme Saint-Cloud, même comme l'Élysée. Rien n'a changé, c'est seulement les contenants qui changent. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. 30 minutes. Bon. Merci beaucoup. Très, très instructif, j'imagine, très structuré. Ces deux interventions se complètent. Et ça laisse un peu de place quand même pour approfondir le poulet marengo, les préconisations de Corvisart, dont on sait que la rue n'est pas très très loin d'ici. Peut-être certains d'entre vous sont venus d'ailleurs via le métro Corvisart. Et c'est effectivement lui qui, je crois, le médecin qui semblait préconiser auprès de l'empereur de couper son chambertin, ce qui aujourd'hui quand même ne se ferait plus évidemment. Au-delà de ça, des questions probablement sur les deux interventions qu'on a eues ce soir. Oui, c'est plus une remarque qu'une question. C'est dans le livre de Philippe, tu montres bien à la fois la complexité du personnage, mais son immense contradiction, à la fois sur son incapacité à manger et ou à bien manger normalement comme nous, mais son extraordinaire goût pour le décorum. De même dans la mode, lui toujours étant vêtu d'extrême simplicité, en affirmant son rôle de soldat avec une cour derrière qui, au contraire, a des costumes totalement incroyables de couleurs. Est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui cette contradiction? Est-ce que c'est que du contrôle de l'image ou c'est vraiment un personnage qui est pétri de contradictions? Alors, si je réponds. Vas-y, oui, vas-y. Il a essayé d'avoir du farce sur lui-même et on s'est moqué de lui. Et la comtesse de Boigne dit qu'il est ridicule la première fois. Après, quand on la voit la seconde fois, elle le voit que 2 fois. Il était en militaire, il dit il est formidable, il a gagné. Mais et ce contraste, il s'en est rendu compte. Il apparaît quelques rares fois un peu, on le voit sur le portrait d'Isabée, il apparaît quelques rares fois un peu. Mais il ne sait pas se débrouiller avec. Hein. Il ne sait pas comment ce chapeau à plumes ne lui plaît pas. Enfin, tout ça, il est mal à l'aise dedans. Donc, il a compris que cette image est un geste politique fort et de communication extraordinaire. De se faire un chapeau qu'il a tourné de côté et où il a enlevé la bordure dorée et cette redingote grise. Ça a été la plus belle image de communication d'un homme politique, je pense. Mais il était mal à l'aise dans son décorum, et ça c'est important. Mais c'est vrai, d'ailleurs, la comtesse de Boigne, tu disais, elle le dit, il ressemble au roi de carreau. Voilà. Et elle dit qu'il marchait mal, tandis qu'en militaire, s'il marche trop vite, c'est pas grave. Parce que derrière, il faut se dire, on se voit, tout le monde sautille derrière, a du mal à marcher parce qu'il marche toujours trop vite. Comme il mange trop vite, il marche trop vite. Et il n'y a que Joséphine qui s'adaptait parce qu'elle souriait, mais c'est une... Sinon, des questions? Antonin? Une question pour Bernard Chevalier, qui est grand spécialiste Les goûts de Joséphine. Je suis là. Oui. Justement, quels étaient les goûts de l'impératrice Joséphine? Est-ce qu'on connaît un peu ses goûts
culinaire, alimentaire? Non, hélas, non. On sait qu'elle avait un très bon chef, qu'elle avait une cave très fournie, puisque quand elle est morte en 1814, il y avait 11 000 bouteilles de vin à la cave. Donc ça veut dire qu'on savait recevoir quand même. Mais elle suivait le rythme comme elle pouvait, hein. Elle a seulement commencé à manger à peu près normalement au moment du divorce. Ce qui fait qu'elle a commencé à mettre des corsets. Elle a pris un léger embonpoint. Napoléon l'a appris. Comme il lui avait donné le château de Navarre à Évreux, en Normandie, il lui écrit après le divorce, une lettre disant « Alors, il paraît que tu es engraissé et que tu ressembles à une fermière de Normandie. » Voilà. Mais je pense qu'il faut voir ça comme une complicité de couple, hein. C'est pas de la méchanceté, mais c'est vrai qu'on ne sait pas du tout ce qu'elle mangeait, on n'a aucun menu. On a quand même le journal intéressant de son chef sommelier qui s'appelait Pugh, qui a été publié dans les revues des études napoléoniennes dans les années 30 et qui, jour après jour, explique comment ça se passe. Donc on a quand même quelques petits détails, mais on n'a pas de menu. D'ailleurs, les menus de l'empereur, on n'en a qu'un seul qui a été publié par Bosset et on n'a rien. On ne sait pas. Il y a une autre question aussi qui est très intéressante dans ce que vous dites, c'est la manière dont l'Empire ou de Napoléon s'inscrit dans les traces de la monarchie, comment il rentre dedans. Moi j'avais une question concernant le mobilier d'acajou. Je connais pas, je ne suis pas un grand spécialiste de l'histoire des arts décoratifs, mais j'ai l'impression que c'est peut-être son apport le plus important, c'est-à-dire en gros, avant, c'est du mobilier doré, notamment dans les pièces les plus importantes. Est-ce que l'acajou est une spécificité Empire, ou alors est-ce que c'est déjà présent avant et c'est réinterprété sous l'Empire? Et surtout, est-ce que c'est pas le fait de faire avoir un peu moins de mobilier doré, mais de réaffirmer un peu plus la matière? Non, l'acajou est né sous Louis XVI, hein, vraiment. Il y a des mobiliers en acajou pour Trianon, pour différentes résidences royales. Et Jacob a fait beaucoup de mobilier en acajou. Hein, Jacob père. Et l'acajou perdure beaucoup sous la Révolution et sous le Directoire. Il y a du mobilier en acajou révolutionnaire. D'ailleurs, le plus beau mobilier en acajou c'est celui de la laiterie de Loussienne, qu'on pourrait croire révolutionnaire, tellement il est ajouré, comme ça, on dirait ce sont des tabourets, on dirait des tabourets de la Constituante. Enfin, ce sont des meubles magnifiques. Et le Directoire utilise beaucoup d'acajou. Ce que j'ai expliqué, Napoléon rentre dans l'acajou parce que ça lui convient. Puis après, il est passé à partir de 1810, il n'y en a plus. Enfin, presque plus. Pour le mobilier, oui. La première à utiliser l'acajou, c'est Madame de Pompadour, à qui on a livré des tables de nuit en acajou. C'est le goût anglais, hein. L'acajou vient d'Angleterre. Ça a même été utilisé au début sur un parquet. Oui. Un parquet, le parquet du boudoir de Marie-Antoinette à Fontainebleau est en acajou. En acajou. Par Molitor, oui. Ouais. D'autres questions? Quel a été le sort des vaisselles, des porcelaines, des couverts, etc. d'Ancien Régime entre la Révolution et l'Empire? Ils ont été confisqués, vendus Tout ça a été vendu. D'ailleurs, on en retrouve maintenant des éléments. Regardez le service que Louis XVI a commandé. Il avait lui-même fait un cahier avec les livraisons qu'il comptait faire et il comptait terminer son service en 1804. Bon, malheureusement, il n'a pas pu. Et tout ça a été acheté par les Anglais, principalement le prince régent, le futur George IV d'Angleterre, qui a acheté tout le service de Louis XVI, qui est maintenant à Windsor. Le service de Marie-Antoinette, le service au Barbeau, qui a été identifié assez récemment. On achetait des assiettes qui ne valaient pas cher. Maintenant qu'on sait ce que c'est, elles valent très cher, parce que c'était Marie-Antoinette. Le service bleu céleste de Louis XV, c'est pareil. C'est le premier service de Sèvres qui a été livré au début du XVIIIe siècle pour le roi Louis XV. Maintenant, ce sont des pièces qui valent une fortune. Tout ça a été changé. Regardez à Fontainebleau, par exemple. Le service fond Camailleux qui a été commandé pour Louis XV pour Fontainebleau. Louis XVI l'a continué, on a continué à en faire à Sèvres jusqu'à la Révolution. Et vous avez des vitrines entières maintenant qui ont été rachetées après la chute de la monarchie. Les musées nationaux ont racheté énormément de porcelaine d'Ancien Régime.
Non. Ben non, vous savez, d'abord, d'une part, le goût change déjà, d'une part. Chaque souverain va avoir un autre service. Et en fait, on connaît les services de Sèvres grâce aux cadeaux diplomatiques, parce que Louis XV et Louis XVI en ont offert à peu près à tous les souverains européens, qui, eux, les ont conservés. Une dernière question pour la route? Non, même pas. 3 questions, sinon rien. Bon, ben merci infiniment et très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.